Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est avec Jean-Pierre Gou dans La Traversée. Salut Jean-Pierre. Salut Hervé. Alors, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais en fait, il y a plein d'anecdotes que j'aimerais raconter à ton propos. Mais j'aime bien que tu te présentes. Alors, comment tu pourrais te présenter toi ? Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi ? À la fois mathématicien, auteur, aventurier, entrepreneur, et la liste serait longue. Alors, vas-y. Moi, je suis juste un petit humain qui vit sur la planète Terre, quoi. C'est ça, ce petit humain. Donc, je sais que tu es un fanat du Petit Prince, donc c'est aussi une référence au Petit Prince, le petit humain. Et qu'est-ce que tu pourrais dire de toi, juste parce que peut-être tout le monde ne te connaît pas ? Oui, comme tu dis, moi j'ai eu différents parcours de vie et qui ont tous en commun, je dirais, une interrogation ou une anxiété sur le futur et sur le futur entre l'humanité et la Terre. Et j'ai toujours voulu essayer d'apporter un peu d'harmonie à ces relations-là. Et donc au départ, c'était par les sciences, parce que pour moi, c'était le plus facile d'essayer de se dire que mettre le monde en équation, finalement, on pourrait résoudre un certain nombre de problèmes. Le problème, c'est que ni la nature ni l'humain ne se mettent facilement en équation, mais il m'a fallu un certain nombre d'années pour le faire. Mais donc, j'ai fait de la recherche en maths pendant très longtemps, toujours appliqué à ces questionnements-là sur l'écologie, la transition écologique. Après, j'ai été entrepreneur, donc monté un certain nombre d'entreprises et j'étais directeur général d'une entreprise jusqu'à la fin 2019, qui était une entreprise clé dans le secteur énergétique, qui organisait les échanges d'énergie dans toute l'Europe. Et là aussi, je suis arrivé à un certain, je dirais, à des limites, c'est-à-dire que ça capturait pas toute la complexité de ce monde, et j'ai eu envie de revenir à des choses plus essentielles. Et ça, c'était des choses que je faisais à côté, par l'écriture de romans, parce qu'il me semblait que un des gros problèmes que l'on avait sur la façon de penser la transition écologique, c'était un imaginaire auquel on pourrait souscrire et qui donnerait envie d'aller. Et donc, j'ai écrit des romans qui racontaient l'histoire du XXIe siècle que j'aurais aimé voir, mais en intégrant dans ces romans toute la complexité de la nature humaine, parce qu'en fait, une utopie qui prend pas ça en compte, elle a peu de chances d'agir. Donc, d'aller puiser à la fois dans les tréfonds de la psyché et aussi le pouvoir du cœur et d'essayer de raconter une transition écologique qui s'appuie sur ce qu'il y a de plus profond. Et puis, à côté, j'avais d'autres projets aussi sur faire vivre aux gens l'émerveillement qu'ont connu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace, qui était un des éléments de mon roman, puisqu'un des personnages était un astronaute qui avait cet émerveillement. Et je crois beaucoup au pouvoir de l'émerveillement pour nous ramener au plus grand des miracles, qui est le miracle d'exister, en fait. Voilà. Alors, je suis à fond. Je me définis comme un émerveillé de la vie, donc ça me va très bien, la notion d'émerveillement. Et je voulais que tu reviennes un peu sur ce... Moi, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. À la fois, je t'avais vu dans un TEDx, puis ensuite, je t'avais fait venir dans une soirée de la FCP, l'Association française des conférenciers professionnels, pour justement permettre cet émerveillement. Pour moi, c'est un cadeau que de pouvoir d'avoir la chance de pouvoir vivre. Alors, par procuration, puisqu'on est ici sur Terre, mais peut-être que tu peux décrire l'expérience. Oui, en fait, moi, j'ai toujours été, intéressé par cette question de l'émerveillement.
parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens émerveillés. Alors, vous pouvez appeler ça des enthousiastes, des passionnés, mais l'émerveillement, il y a autre chose. C'est quelque chose qu'on voit dans le regard et des regards qui s'allument quand les gens parlent de ce qui est vraiment cher à leur cœur. Et parmi ces gens émerveillés, j'en ai rencontré de toutes sortes, mais cette classe très particulière d'humains qui a vu la Terre depuis l'espace, donc les astronautes, était très particulière parce que ils étaient émerveillés et les mots qu'ils employaient quand ils parlaient de ce qu'ils avaient vu depuis l'espace étaient des mots très poétiques, ce qui n'avait pas de soi pour des gens qui étaient des ingénieurs ou des scientifiques ou des militaires même. Et surtout, il y avait des notions que vous pouvez trouver que chez certains maîtres de méditation sur l'interconnexion, sur la vulnérabilité, parce que l'expérience de voir la Terre depuis l'espace, c'est un contact avec la beauté incroyable de cette Terre dans un vaste cosmos. Et vous te dites, on est cette microcellule qui tourne autour d'un soleil. Le prochain soleil, il y a 4 années-lumière. Donc, le seul endroit où on est sûr qu'il y ait la vie, c'est là, dans cette petite chose-là. Et ils sont à la fois émerveillés par justement ce miracle d'exister, de faire partie de cette expérience, et aussi que cette chose-là est très vulnérable. Et ce contact avec la luminosité et l'émerveillement crée un engagement et une transformation poétique qu'ils ont vécue. Et quand je discutais avec ces astronautes, donc c'est une quête que j'ai commencée il y a 25 ans, je me disais, mais comment une expérience qui est juste sensorielle, puisque c'est juste le fait d'aller dans l'espace, à laquelle ils étaient absolument pas préparés. Je veux dire, c'était pas des mystiques en devenir, hein, ces gens-là, leur chemin n'était pas du tout cela. C'est souvent des opérateurs, en fait, les astronautes, ou des techniciens, hein, comme on pourrait dire un pilote de Formule 1, enfin, de ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des super opérateurs, se retrouvent à devoir, à manifester des messages de paix, d'amour absolument incroyables, comme si ça, c'était en nous, quoi. Et donc, je me suis dit, on doit pouvoir simuler ça, c'est-à-dire ce choc cognitif, ce choc extatique, et de le communiquer au plus grand nombre. Et donc, il y a 25 ans, j'ai commencé une quête pour trouver des images qui soient capables d'éveiller ça. Et en fait, j'en trouvais pas parce que toutes les images qu'on avait de l'espace, c'était essentiellement des images qui venaient de l'orbite basse. Donc, il y a beaucoup d'astronautes qui ont eu cette transformation qu'on appelle overview effect en orbite basse, hein, Thomas Pesquet ou d'autres. Mais ceux qui l'ont eu le plus, c'est ceux qui se sont extraits de l'attraction de la Terre et qui sont allés jusqu'à la Lune et qui ont vu la Terre en entier. Parce que là, justement, vous contemplez à la fois sa grandeur, mais aussi sa petitesse, et ça vous ramène à votre dimension, c'est-à-dire rien. Et il y a une forme de dissolution de l'ego, et dans beaucoup d'expériences, par exemple, d'humilité profonde, mais cette dissolution de l'ego qu'on peut avoir avec des psychédéliques ou dans certaines aventures extatiques, fait que il se connecte au grand tout, quoi. Et je me disais, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des images qui pourraient faire ça? Et au moment où je me posais ça, il y avait Al Gore qui avait la même idée et qui voulait faire des images de la Terre tout éclairée, prises depuis l'espace, en envoyant un satellite en 98 qui soit entre la Terre et le Soleil, à l'endroit où les forces de gravitation des deux s'annulent, et qui soit toujours face à la Terre là-dessus. Et il avait l'idée que voilà, on pourrait voir la Terre sous ses différents aspects tous les jours en direct sur Internet. Et en fait, ce satellite, il a collé avec ce que je voulais faire, parce que je me disais, c'est ça en fait, c'est de voir la Terre qui tourne, et ça avait jamais été vu parce qu'on disposait que d'une seule photo de la Terre éclairée, qui était une photo qui a été prise en 72, dont on vient de fêter les 50 ans là au mois de décembre, qui s'appelait Blue Marble, qui était la première et la dernière photo de la Terre tout éclairée prise depuis l'espace. Et donc, quand Al Gore a lancé ça, moi j'attendais ce satellite qui devait partir avant la fin de l'année 2000. Bref, vous pouvez regarder mon TEDx, mais quand il s'est présenté dans l'élection présidentielle contre Bush et qu'il a perdu finalement, Bush lui a fait payer en annulant ce projet. Et en fait, c'est là où moi je me suis mis à écrire, parce que j'avais pas les images. Et donc je me suis dit, si j'ai pas les images, il faut que je puisse raconter par les mots à la fois cet émerveillement et qu'est-ce qui pourrait déclencher dans la société. Donc là, ça a été une longue traversée de 10 ans en parallèle de mon boulot et de ma famille pour pouvoir écrire ce livre. Et puis, magiquement, après avoir écrit le tome 2 où je rêvais que ce satellite partit, il est parti. Et ça, c'était complètement étrange parce que la fiction rejoignait la réalité. C'est-à-dire le fait d'écrire une histoire ou un rêve fait que le truc est parti. Alors, dans les faits, le satellite n'avait pas été détruit, il avait été rangé, mais
quasiment un an après la sortie du deuxième roman, donc c'était en 2013, j'apprends que ce satellite allait partir au sein d'une autre mission qui allait entre la Terre et le Soleil. Et donc, il est parti se positionner là en 2015. Et avec un ami, on s'est retrouvé en position de faire quelque chose avec ces images à un moment où personne n'en faisait. C'était des images prises par la NASA. Donc, c'est des images prises par la NASA, donc par ce satellite qui s'appelle Discover, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et quand les gens le cherchent, je leur dis toujours, c'est très simple, vous regardez le ciel, vous regardez le Soleil, et à 1,5 million de kilomètres dans la direction du Soleil, là, il y a un petit satellite qui a la taille d'un frigo et qui a un petit appareil photo qui, tous les jours, nous envoie 10 photos. Mais avec 10 photos, vous ne pouvez pas faire une vidéo 4K de la Terre. Et puis, avec cet ami, on a travaillé sur des algorithmes pour que, justement, on ait les premières vidéos 4K de la Terre qui tournent depuis l'espace. Pour moi, ces vidéos, elles ont un très grand impact parce que pour l'humain, c'est la première fois où en fait on voit notre maison en entier et sous tous ses angles. Et tous les jours, c'est comme un kaléidoscope. La Terre est différente. Je veux dire, la forme des continents change en fonction des saisons. La forme des nuages change, la forme des pôles change. Et donc voilà, on a le Gaïa le nom de la déesse grecque qui se révèle à nous. Et c'est aussi très particulier pour la Terre elle-même parce que cette planète, qui est donc cette petite cellule dans ce vaste univers, elle est seule, en fait, depuis des années, probablement sans voir à quoi elle ressemble. Et nous, étant une partie de cette planète qui s'est auto-organisée et qui a développé des techniques phénoménales qui permettent de s'extraire de cette gravité pour se voir depuis l'extérieur, on a permis à la planète de prendre conscience d'elle-même, donc d'accéder à une conscience planétaire. Alors, le mot conscience planétaire, il peut vouloir dire plein de choses. C'est nous d'être conscients qu'on vit sur une planète, mais c'est aussi pour la Terre d'acquérir un niveau de conscience de soi, c'est-à-dire d'effet miroir. Et souvent chez les animaux, je sais que tu travailles chez les éléphants, et les éléphants ont cette faculté. Si vous mettez un point rouge sur un éléphant, il va le toucher avec sa trompe si vous le mettez face à un miroir. Mais il faut un miroir pour avoir la conscience de soi. Et donc, nous, les humains, auxquels on reproche tout un tas de choses, du point de vue de Gaïa, on a un rôle énorme puisqu'on lui a amené cette conscience de soi. Et je pense qu'on n'est qu'au début d'une relation extraordinaire entre les humains et la Terre. Et évidemment, il faut qu'on arrive à cesser ces destructions. Mais pour moi, on fait partie du rêve de Gaïa. Elle avait besoin qu'une espèce soit capable de faire ça. Et il n'y a que les êtres humains qui sont capables d'aller aussi haut. Je crois que les animaux qui vont le plus haut, ça doit être les condors. Ils vont à 11 km. Un peu plus haut, on trouve quelques bactéries qui sont emmenées par les vents. Parce qu'il y a même des bactéries qu'on trouve dans les nuages. Mais au-delà de 20 ou 30 km, il n'y a plus de forme de vie, quoi. Et il fallait dompter le feu, il fallait dompter la poudre, il fallait dompter tout ça. Et il fallait aussi développer des relations sociales extraordinaires pour former un collectif capable d'envoyer une fusée au-delà de ça. Les gens ne le savent pas, mais le programme Apollo, c'est 400 000 personnes qui coopèrent en 10 ans pour réaliser un défi qui était absolument impossible au départ. Et donc, en fait, si les humains n'avaient pas des capacités de socialisation ou de travailler ensemble, ils n'avaient pas ce rêve d'aller sur la Lune qui, depuis, je dirais, la nuit des temps, nous intrigue, et ben en fait, Gaïa se serait pas vue. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et donc, ce projet qui permet de partager ces images, il avait une première forme en 2015 ou 2016, quand on s'est rencontrés et que j'ai commencé justement à donner des conférences là-dessus. J'en ai fait près de 300 des conférences là-dessus pour tout type de public, en entreprise, mais aussi dans des écoles ou dans des conférences publiques. Voilà. Et on a créé une ONG pendant le confinement en 2020 qui s'appelle One Home. Donc, vous pouvez trouver ça sur onehome.org, dans lequel on met à disposition toutes ces vidéos pour que vous puissiez faire l'expérience chez vous, en entreprise, parce que l'idée, c'est que ces images sont à vous. On a travaillé avec des artistes qui nous ont conçu des morceaux et qui provoquent cette ouverture de cœur. Et avec ces images, vous pouvez regarder la Terre et organiser vos propres événements. Et on a formé une One Home Community. Et c'est sur ça que je travaille en ce moment, de déployer ça. Tu avais aussi... Enfin, en tout cas, j'avais vécu 2 fois avec de la cohérence cardiaque. J'ai trouvé que c'est sympa. Une fois en plein air, j'avais été, je sais plus où c'était d'ailleurs. C'était une projection en plein air. Oui, alors on a testé différents dispositifs pour, je dirais, exploiter au maximum ou puiser au maximum, j'aime pas le mot exploiter, puiser au maximum dans le potentiel de ces images pour faire vivre une expérience transformative aux gens. Et la cohérence cardiaque, elle est très intéressante au niveau personnel parce qu'elle vous prépare émotionnellement à vous mettre dans un état
de réceptivité et d'émission très forte d'amour. Et c'est des états où les neurones du cœur se mettent en synchronisation avec les neurones du cerveau. Et quand vous faites cette expérience en état de cohérence cardiaque, l'effet est encore plus puissant. Donc, on a un protocole qui est basé là-dessus, qui n'est pas encore sur le site, parce qu'avec avec le Covid, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas encore mises, parce que ce n'était pas le bon moment d'amener ça au monde, mais on a un protocole, effectivement, qui est basé là-dessus, et qui est très important au niveau individuel, mais aussi pour harmoniser les gens en collectif. Parce que l'idée, c'est que les gens puissent vivre ça ensemble. Un de nos parrains dans l'association One Home, c'est Jean-François Clairvoy, l'astronaute français qui était parti avant Thomas Pesquet. Et lui nous disait que l'overview effect était encore plus puissant quand on regardait la Terre à plusieurs. Et moi, c'est ce que je remarque quand je fais des conférences, quand vous avez une salle que ça soit 10 personnes ou que ça soit 1000 personnes ou 3000 personnes, comme j'ai fait récemment au Grand Rex, il y a quelque chose de l'ordre de l'unisson. Et moi, cette notion d'unisson, c'est toujours une notion qui m'a beaucoup aimé, puisque ça veut dire que les gens se sont harmonisés entre eux, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui va pas de soi dans notre société où on pense qu'on est tous coupés les uns des autres. Et là, énergétiquement, on arrive à créer cette osmose, ce temps où le temps n'existe plus, où les gens contemplent juste la Terre, en se contemplant donc eux-mêmes, et on arrive à faire shifter les gens, quoi. Et voilà, donc et cette notion de méditation collective et je dirais d'expérience d'overview effect collective, c'est quelque chose qu'on sortira l'an prochain, quoi. Donc voilà. Mais vous pouvez déjà projeter ces vidéos. Voilà, que je le redis, tout est gratuit. Vous avez juste, si vous voulez bien, si vous faites un événement, à nous envoyer des photos. Comme ça nous permet de nourrir cette One Home Community et de nourrir ce phénomène. Et voilà. Et là, je travaille sur un film documentaire avec une grosse équipe internationale sur cette aventure pour faire connaître ce projet en dehors de la France. Donc ça, c'est encore un autre projet. Mais voilà, et pour revenir à ta question initiale, qui était la question de l'émerveillement de voir la Terre, on peut avoir des émerveillements sur plein de choses, en regardant les yeux de ses enfants, ou les yeux de sa femme, ou les yeux d'un animal, ou une montagne, ou des tas de choses. Celui-là, il est très particulier parce qu'il fallait quand même aller le chercher, quoi. Et justement, ça revient avec ce truc où c'est pas commun pour une espèce de pouvoir voir le tout auquel on appartient. Parce qu'il y a quelque chose de la relation au tout. La cellule de ton foie, Hervé, elle t'a jamais rencontré, ou en tout cas, elle t'a jamais vu. Je suis sûr que ça serait une rencontre incroyable. En tout cas, on ne sait pas si elle t'a rencontré. Pourtant, elle œuvre toute la journée pour ça. Et le fait de nous voir, en fait, le tout auquel on appartient, qui est donc cette planète, et au sein de cette planète, de cette fine couche de vie qui est la biosphère, et de se dire qu'en tant qu'être humain, on fait partie de ça, et que l'humanité est peut-être un organe au sein de ce grand tout, dont il faudrait définir la fonction et le but. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi de nature extrêmement transformative. Et voilà, et là, ça fait plus de 2 ans et demi, depuis que j'ai quitté mon travail, que je réfléchis à cette question pour essayer, par le roman, par les essais, par le film documentaire, par ces expériences, d'amener cette réflexion sur le tout et notre rapport de la cellule à ce tout, quoi. Donc l'aspect tautologique des choses, et je voudrais revenir sur la notion de traversée, parce qu'en fait, bien évidemment, chacun de ces projets est une grande traversée. Alors pas seulement la traversée de l'espace, mais il y en a une évidente là. Mais tu as vécu plein d'autres traversées, est-ce que tu veux en partager quelques-unes ? Ouais, pour moi, la traversée, c'est, enfin, en tout cas, ce mot me plaît parce que il évoque, voilà, le passage d'une rive à une autre. Et dans l'être humain, je crois qu'il y a toujours une partie de soi qui aime bien être sur la rive où on est. Et il y a toujours un appel à l'aventure qui nous dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une rive où l'herbe est plus verte, où je pourrais découvrir une autre part de moi. Et donc, l'être humain a vraiment ça en soi. Et moi, j'ai ça aussi. Je veux dire, il y a toujours une partie qui vous dit, là, je suis dans un environnement où je suis en sécurité. Pourquoi j'irais faire autre chose? Et en fait, dans ma vie, j'ai souvent fait des pas de côté, donc des traversées, pour... je dirais pas mettre fin à un chapitre, parce qu'en fait, toutes les choses que j'ai fait dans ma vie m'ont servi après. C'est-à-dire, je dis pas, j'arrête ça pour faire complètement autre chose. Je vais utiliser ce que je sais faire pour explorer une autre part de moi et quelque chose qui me semble nécessaire d'affiner. Et donc, par exemple, quand je me suis mis à écrire des romans, c'était une traversée parce que moi, je suis
ingénieur au départ, mathématicien. Je n'ai jamais écrit de roman, mais j'en ai lu énormément. Je savais qu'il y avait quelque chose en moi où ça faisait partie des choses que je voulais rajouter au monde, des livres dans des bibliothèques. Moi, j'ai 3000 bouquins chez moi. Je me disais, si je peux laisser ça au monde, un livre, tu vois, c'est vraiment, voilà. Au départ, j'ai écrit le livre que j'aurais voulu écrire. Et pour moi, ça a été une traversée énorme parce qu'il m'a fallu 10 ans pour l'écrire parce que je ne savais pas comment faire. Il fallait trouver sa petite voix, trouver une histoire, trouver des personnages, trouver un style. Et donc, tout ça, ça ne veut pas dire trouver, c'est-à-dire se trouver, quoi. Et donc, ça a été un voyage extraordinaire parce qu'un livre est toujours un peu le miroir de qui on est ou de ce que l'on aimerait qui se manifeste dans le monde. Et surtout, sur le thème sur lequel j'écrivais, ça, cet effet miroir a été très important. Et donc, ça a été une traversée. Mais la traversée la plus récente, je pense que c'est vraiment qu'en fin 2019, voilà, moi, j'ai pris la décision de quitter mon boulot et cette boîte dans l'énergie pour, en gros, me consacrer à mes rêves, quoi. Et l'appel était immense, en fait, quoi. Immense en me disant, voilà, par le roman ou par ce projet One Home, j'ai pu voilà, participer à des choses parce que c'est des aventures collectives. Un livre, c'est des éditeurs. One Home, on est toute une équipe qui amène ses différents talents. Je me dis, mais il y a de la beauté. Il y a un impact sur le monde qui est de l'ordre de la puissance 12, quelque chose que, voilà, où je me dis ça, je me sens plus moi là-dedans que dans ma boîte, même si je me reconnaissais là-dedans. Donc, je me suis dit, je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Et je me suis laissé guider. Et donc, c'est une traversée que j'ai pas fait aux instruments. Tu vois, c'est une traversée que j'ai fait en me laissant porter par les vents ou le courant, en me disant, je sais pas où est l'autre rive, mais elle y sera, quoi. Et cette traversée, elle a commencé par le Covid, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce que j'avais prévu. Au début, j'avais prévu une 50aine de conférences dans le monde pour présenter ce projet, justement pour passer les frontières. J'en ai fait une, tu vois. On avait des plans pour aller à l'exposition universelle à Dubaï, pour aller aux Jeux Olympiques à Tokyo. Je rêvais de tout ça, de parcourir le monde, mais au fond de moi-même, je n'aspirais qu'à une seule chose, être chez moi et lire et réfléchir, quoi. Et en fait, le Covid a permis ça et m'a permis de revisiter, de découvrir pourquoi je faisais ce projet. Donc plutôt une traversée intérieure. Voilà. Donc cette traversée qui devait être une traversée du monde, une traversée des frontières, en fait, ça a été une traversée intérieure incroyable avec des vagues ou comment on va dire, des péripéties inouïes, alors que je suis pas sorti en gros de mon salon depuis, c'est là où j'écris, depuis presque 3 ans, quoi. Donc, et je me suis dit, en fait, l'aventure, elle est en soi, quoi. Et c'est ça qui a été pour moi la plus grande des traversées, quoi. Super, l'aventure en soi. Et je voulais revenir sur la notion d'appel, j'aime bien cette notion. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent appelé ou à quoi on sait que c'est un appel, tu vois? Alors ça, c'est compliqué parce que, je veux dire, on reçoit toute la journée des centaines de millions d'informations, ou même à chaque seconde, hein, et donc de savoir dans tout ça, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'appel ou de la projection de ce qu'on pense être l'appel, j'en sais rien. Dans mon cas personnel, ça a toujours été des moments où je me suis dit, là, il y a une résonance incroyable, je ne sais pas pourquoi. Et souvent, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été des moments décisifs dans ma vie où je me suis dit, ce que je suis en train de vivre là, c'est une bifurcation. Mais je ne peux pas le dire au moment, mais je sens l'énergie. Et pour moi, cette énergie, elle se déclenche par la passion que ce moment génère. Et bon, moi, j'ai une grosse faculté à me passionner pour tout et n'importe quoi. Je pense que tout me passionne, quoi. Mais il y a quand même des choses qui me passionnent en disant, ça, c'est pour toi, ce truc-là. Et par exemple, je raconte souvent cette histoire, mais cette passion, par exemple, pour la Terre et l'espace, elle n'était pas du tout présente chez moi, je dirais avant l'âge de 20 ans.
je me rappelle d'avoir vu le premier vol de la navette spatiale, même le premier vol de la fusée Ariane le jour de Noël en 81. Je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle aussi des accidents de la navette spatiale avant le concert de Jean-Michel Jarre en 84. Tout ça, c'est des moments très forts qui m'ont marqué. Mais ma vie, c'était pas basé sur l'espace. C'était la Terre, la Terre, la Terre, la Terre. Et j'avais pas fait le lien entre l'espace et la Terre. Et ce lien entre l'espace et la Terre, il est survenu quand un ami, qui est celui avec lequel on a fait justement tout ce projet pour faire ces images de la Terre, qui était un ami d'une école d'ingénieurs, m'a offert un livre. Lui, il était à l'aérospatiale à l'époque, il faisait son stage de fin d'études là-bas. Il m'a dit « Tiens, Jean-Pierre, ça va te plaire ce livre. » C'était des images de la Terre prises depuis l'espace avec des paroles d'astronautes. Et en fait, quand il m'a donné ça, je me suis dit, là, il y a la vie qui me donne un cadeau parce que moi, je réfléchissais à ces questions-là depuis très longtemps et il y a eu une résonance de dingue, quoi. Et je suis tombé dans ce livre comme, je sais pas, où là, il y avait un appel, quoi. Et ce livre a été le déclencheur. Et moi, j'ai souvent eu les choses par des livres qui se provoquent. Et dans ce livre, il y avait tout. Je veux dire, il y avait à la fois la poésie du monde, la poésie, la transformation poétique de ces astronautes, l'idée que ce truc-là, j'avais envie de le faire vivre à tout le monde. Ça arrivait dans une espèce de résonance. Si on croit à l'âme, peut-être c'est quelque chose qui résonne au niveau de l'âme, mais voilà, c'est quelque chose de très profond. Donc pour moi, l'appel, le vrai appel, en tout cas celui qui a été je dirais, structurant dans ma vie, il a toujours été à ce niveau-là. Mais plutôt, j'ai eu l'appel des maths aussi. Ça, c'est quelque chose où j'ai toujours eu l'intuition que moi, j'avais un rapport avec ça. Et c'est pas, je fais pas des maths aujourd'hui tout le temps, mais ça, pour moi, les maths, c'est les nombres, c'est les vibrations et c'est l'harmonie du monde, quoi. Et c'est une façon d'appréhender le monde. Beaucoup de gens pensent que c'est une façon très, on va dire, aride d'aborder le monde, mais tout fait des maths dans le monde. Tu m'as montré tout à l'heure ton jeu ton oracle sur la géométrie sacrée. Je veux dire, dans la nature, la nature fait des maths, le chou romanesco ou le cœur d'un tournesol ou les taches d'une panthère. Tout ça, c'est le résultat d'une harmonisation. Et donc, nous, on le mentalise en fait comme des équations ou des fonctions ou ce que vous voulez, mais derrière c'est une résonance, quoi. Et en fait c'est une faculté qu'on a perdue. Et en fait pour moi les maths c'était ça, c'était d'arriver à, au fond du compte, mon plus grand choc en maths c'était les fractales, c'était trouver l'harmonie dans le chaos, quoi. Ou la structure, quoi. Et ça a été le déterminant, me dire dans ce grand bordel dans lequel on vit, quelle est la structure, quoi, et quel est le truc simple qui structure l'évolution, qui structure notre évolution individuelle, collective. Où est-ce qu'on en est, quoi. Et tout ça, ça relève de cette résonance, quoi. Et je pense que rien n'est prévu, c'est-à-dire que tout ça, c'est une danse, en fait, quoi. Et voilà. Mais donc, la notion d'appel, pour moi, c'est des choses qui me sont arrivées dans ma vie où je me suis dit, là, il y a une histoire entre moi et cet instant qui est très forte et ça va faire partie de ma vie. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ose faire le pas? Qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision? Qu'est-ce qui fait que, on en parlait aussi, la netteté se fait, même si, tu vois, à un moment donné, il y a la focale qui fait qu'on se focalise sur quelque chose et qu'on sait que c'est là. Et qu'avant, ça l'était pas. Ouais, alors ça, c'est de l'ordre, je dirais, de l'intuition et du cœur pour moi. C'est-à-dire, quand ces moments me sont arrivés, et je pourrais en citer des tas d'autres, je sais pas ce qui se passe, quoi. Mais celui qui me dit c'est pour moi, c'est pas ma tête, c'est mon cœur, quoi. Et le cœur, il a envie de vous embarquer dans une aventure, et moi je sais pas dire non à ce genre de choses. Donc comme toi, je suis un touche-à-tout, et quand on me propose une nouvelle aventure, j'y vais. Je me pose pas la question. Alors j'aime bien finir les choses sur lesquelles je fais, mais en fait les aventures elles continuent toujours. Mais je rajoute une vibration aux autres en me disant que tout ça c'est la même aventure. C'est juste une trace différente qu'on suit. Et je me pose pas trop la question de la netteté, parce que c'est le chemin qui va faire la netteté. Justement, c'est la traversée qui va faire la netteté. Et ça se définit pas ex ante. Et vouloir faire la netteté avant, non. Moi, j'aime bien me dire que je sais pas où je vais.
mais je suis un espèce de fil d'Ariane qui est tendu par mon cœur. Et dans ce chemin, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des alliés. C'est le mythe du héros, cette histoire-là. Et mais ce qui me guide, c'est la lumière à l'arrivée. Parce que ça, je sais quelle est sa nature, mais je n'ai aucune idée du chemin que ça peut prendre pour y arriver. Par exemple, là, j'ai passé 2 ans à écrire un nouveau roman. Le truc auquel je voulais arriver était tellement compliqué et tellement éloigné de ce qu'on vit aujourd'hui dans l'humanité que j'ai fait aucun plan. Ce qu'il faut pas faire, parce que moi j'écris des thrillers et tout, et du coup je les réécris 5 fois, mais j'avais aucune autre manière de découvrir le chemin, c'est-à-dire l'histoire qui pourrait me mener à ça, si je faisais un plan. Parce qu'en fait, ce plan ne pouvait pas capturer toutes les choses que j'aurais rencontrées en écrivant ce roman. Donc, en fait, pour moi, le plan est l'ennemi du truc. Et donc, la structure, je l'ai mis après, parce qu'après, il faut que ça soit agréable et que ça soit haletant et que les gens soient embarqués là-dedans, etc. Mais mon mathématicien préféré, qui s'appelle Alexandre Grothendieck, qui était, justement, tu parles de créativité, qui était le mathématicien le plus créatif du XXe siècle, et sans doute peut-être de tous les temps. Lui, il disait... face à l'inconnu, on doit se présenter comme un enfant qui ne sait rien et écouter. Et c'est là où le problème, où l'univers commence à vous parler. Et il disait que voilà que la découverte, c'est un privilège de l'enfant. Et ça m'a toujours plu, c'est-à-dire de se mettre dans un état de vulnérabilité totale pour aller vers ce qui vous appelle, quoi. Et là, c'est presque de la foi, c'est presque religieux, ce truc-là, même si moi, la notion de religion ou de foi, voilà, j'en ai une version qui n'est pas celle des religions révélées, mais c'est quelque chose qui est très personnel entre moi et ce qu'il y a autour, quoi. Mais il y a quelque chose de me dire, tiens, je me laisse attirer, je ne sais pas ce que je cherche, mais j'avance, quoi. Un pas après l'autre. C'est un peu le leap of faith de Indiana Jones je crois que c'est dans le Temple maudit où il doit traverser un précipice et le pont est transparent. Il y a quelque chose de là-dessus. Et à chaque fois que vous faites un pas, c'était le pas qu'il fallait faire. Et à un moment, vous vous retrouvez de l'autre côté. Donc, ce processus, à chaque fois que je me retrouve là-dedans, je n'ai aucune certitude d'arriver sur l'autre rive. Mais ce que je constate, c'est que à la fin, j'y suis arrivé. Et donc, il faut apprécier chaque pas et avoir la foi que derrière, on va arriver. Mais il faut accepter de se perdre. Et parfois, ça met, comme ce processus-là pour la Terre, ça a mis 25 ans. Puis, il y a des trucs, en une semaine, vous l'avez. Et ça, le temps, vous ne savez pas. J'aime bien revenir sur la phrase, face à l'inconnu, se présenter comme un enfant. Enfin, j'aime bien cette innocence et puis la découverte et le privilège de l'enfant. La découverte et le privilège de l'enfant. Alors justement, c'est quoi tes grandes découvertes pour l'enfant que tu restais? Ouais, je pense que la plus grande découverte, c'est un peu la découverte de soi, mais ça, c'est un peu la palissade. Mais la plus grande découverte pour moi, qui est récente, c'est que pendant très longtemps, en fait, je me suis dit, il faut résoudre un problème entre l'humanité et la Terre. Ça, c'était le truc qui m'obsédait depuis que je suis petit. Et il y a 1 an et demi, ou 2 ans, justement, en allant au plus profond de ce problème, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un problème. Et en fait, il n'y a pas de problème entre l'humanité et la Terre. C'est juste qu'on n'a pas compris ce qu'on faisait là. Et qu'en fait, et ça, c'était Einstein qui disait ça, face à un problème qu'on lui donnerait, s'il avait 1 heure pour le résoudre, il réfléchirait 55 minutes à la question et il passerait 5 minutes à la résoudre. Et en fait, la manière dont je formulais la question faisait que je ne pouvais pas trouver de solution. Parce qu'en fait, je cherchais à résoudre un problème, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème. Et donc, la vraie question, c'était de découvrir quelle était la fonction de l'humanité vis-à-vis de la Terre. Et c'est ça dont je parle dans le prochain roman. Et ça a été ma plus grande découverte, quoi. Et c'est venu par les rêves. Et ça a été une exploration que je n'aurais jamais imaginée.
Et donc, c'est un concept qui s'appelle Homo Biosphéris, qui est inspiré aussi du Petit Prince, et qui est pour moi aussi important que les travaux que j'avais pu faire avec d'autres sur montrer la Terre depuis l'espace. Là, il y a quelque chose de montrer le collectif auquel on appartient, le ressentir et changer l'histoire que l'humanité se raconte pour elle-même, pour se sauver d'elle-même, quoi. Et ça a été la plus grande des découvertes que j'ai faites récemment. Et j'en suis encore qu'au début. Là, je sais que j'en ai pour 20 ans sur ce truc. Super, super. La découverte. Alors, on est les Jules Verne des temps modernes. Et pour moi, c'est le plus grand. Ah bien sûr, c'est le plus grand. C'est juste extraordinaire. Et je reviens à ces notions de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans la vie, on pourrait être rassuré. Tu vois, on a ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui fait que on ose redéployer ses ailes, faire autrement, prendre un risque qui peut-être... alors j'entends qu'il y a l'appel, mais il y a peut-être d'autres raisons à un moment donné. Quelles sont les autres choses qui t'ont fait bouger? Sur le côté rassuré, moi, ce que j'ai toujours constaté au départ, c'est que si on est dans un cadre qui est trop confortable, en fait, on fait aucune découverte. Je pense que dans la découverte, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconfort, au contraire, quoi, et de l'insécurité, qui amène le lâcher-prise, c'est-à-dire le faire confiance et une certaine question qui nous amène à la foi en soi, la foi en ses rêves, la foi à la façon dont tout ça fonctionne. Et donc, se rassurer, pour moi, c'est pas le moteur initial, mais par contre, dans le chemin, parce que là, je vous raconte ces chemins, mais c'est des chemins d'errance, hein, c'est des chemins de vagabondage, c'est des chemins de perdition, c'est des chemins où, voilà, c'est les chemins noirs de Sylvain Tesson, quoi. C'est des choses où, si vous voulez faire des vraies découvertes, faut passer par des endroits où les gens sont jamais allés, et c'est pas toujours agréable, hein. Et vous êtes souvent en proie au découragement, quoi. Et c'est là où le réconfort, pour moi, il vient. C'est-à-dire que souvent, dans ces moments de doute, et c'est fractal, c'est-à-dire que le projet lui-même vous fait douter. Et par exemple, si vous êtes sur un roman, chaque page vous fait douter, chaque paragraphe, chaque mot vous fait douter. Donc, il y a une petite voix en vous qui vous dit « tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver ». Puis, il y a une petite voix en vous qui vous dit « tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Et donc, c'est cet équilibre entre ces deux voix. Je pense que, de toute façon, tout dans le monde, il y a ces trucs de dualité où il y a toujours le yin et le yang, des trucs qui nous appellent et qui nous freinent, qui nous appellent et qui nous freinent. Et heureusement, parce que s'il y avait qu'un truc qui nous appelle, je pense qu'on se prendrait le mur tout de suite, quoi. Et donc, tout ça, et puis c'est comme le système sur le cœur, entre le système sympathique, parasympathique, il y a le frein, l'accélérateur, enfin, le monde fonctionne comme ça. Et donc, il faut accepter qu'il y ait justement cette espèce de jeu entre les deux. Et quand on est dans les moments de doute et qu'on est au plus profond du doute, souvent il y a une lumière qui apparaît, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magique. Et donc, c'est moi là où j'ai besoin du réconfort, c'est-à-dire, allez, je vais me relever, je vais continuer. Je vais me relever, je vais continuer. Et j'ai des pelles dans ma vie sur ces projets-là, je m'en suis pris, mais une infinité. Et elles font partie du processus, parce qu'en fait, à chaque fois que vous tombez et que vous vous relevez, vous êtes différent, quoi. Et c'est ça qui fait que ce mot traversée me parle beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas une ligne droite et elle est pas tracée. Et je disais, je sais quel est l'objectif, mais je sais même pas où il est, en fait, quoi. Voilà, je marche. Ouais, c'est une sorte de pressentiment plus que... Voilà. Et dans Le Petit Prince, il y a un passage que les gens connaissent pas, qui est pour moi le passage, un des plus importants. Il y en a beaucoup qui sont importants. C'est celui du puits. Parce que, alors le Petit Prince, c'est l'aviateur, ils sont dans le désert et ils ont soif. Et le Petit Prince lui dit que il sent une énergie mystérieuse et qu'il y a un puits quelque part, quoi. Et il a la foi qui est ce puits quelque part. L'aviateur le croit pas. Ils se mettent en marche et puis ils se réveillent le lendemain. Ils savent pas trop où ils sont, mais ils ont trouvé ce puits, se sont abreuvés à ce puits. Et le Petit Prince disait que la croyance que le puits existe change et rajoute un caractère magique au désert.
pourrez reprendre dans le livre, je crois que c'est le chapitre 24 et tout, exactement les mots du Petit Prince. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de se dire, au fond de moi, j'ai aucune idée que ce puits existe ou que ce point d'arrivée existe, mais si tu suis ton cœur et cette énergie mystérieuse, tu vas y arriver, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De la destination qui se produit. Exactement. Et exactement, de la destination qui se produit, une sorte de croyance qu'on va y arriver. Alors, dans certaines aventures, il faut quand même mieux être équipé, etc. Mais ça. Pour moi, les trucs que je fais qui sont de l'ordre, on va dire, du cheminement intérieur ou du projet, qui n'est pas de l'ordre de traverser une forêt réelle, quoi. Où là, effectivement, il faut quand même s'équiper et puis faire attention à un certain nombre de choses et être entraîné. Mais c'est pareil, hein, je veux dire, quand vous écrivez un livre, il faut être entraîné. Je veux dire, si vous voulez pas travailler sur le style, si vous voulez pas réfléchir sur les schémas de narration, etc., en fait, vous ferez quelque chose, mais qui peut pas plaire à d'autres. Donc, il y a aussi de la technique comme quelqu'un qui se préparait à traverser l'Amazonie. Si on revient sur la notion de douter pour se relever ou pour aller au-delà, il y a quelque chose qui me fait toucher du doigt la notion de vulnérabilité. C'est aussi cet endroit qu'on peut peut-être discuter. Ouais, alors ça, c'est comme je te disais, ce qui m'avait le plus plu dans cette expérience en fait des astronautes, c'était la conjonction simultanée de la notion d'émerveillement et de vulnérabilité. Et j'ai l'impression que en fait, ce sont deux piliers sur lesquels on pourrait construire en fait une humanité un peu réharmonisée, parce que l'état d'émerveillement nous ramène à ce mystère d'être juste là dans cette expérience, et parfois on se lève le matin en se disant mais oh là là, mon boss il m'a dit ça, ma femme elle m'a dit ça, mes enfants ceci. Donc il y a une espèce de logiciel mental qui se met en place, qui nous préconditionne le regard qu'on doit porter sur la journée, alors qu'en fait, on est 30 000 milliards de cellules qui coopèrent, quoi. Et on est embarqué sur une planète qui va à 2 millions de kilomètres/heure. On est attiré par un truc qui s'appelle le grand attracteur dans l'Aniakea. On est dans un truc, on est dans centrifugeuse. On est dans un film de SF dingue, et on a réussi à banaliser l'extraordinaire. Ça, c'est le truc. Et donc, de ramener les gens au fait que ce qu'on vit, c'est extraordinaire, ça, déjà, pour moi, c'est important. Et l'autre chose qui est la façon dont l'être humain aborde cette expérience, je crois que cette notion de vulnérabilité est ce qui nous caractérise le plus. Beaucoup de traditions le disent, ou même les biologistes le disent, l'humain est inadapté. Et c'est ça qui a fait sa force et son succès. On était un espèce de singe, pas adapté à la savane, pas adapté à des températures chaudes, froides, etc. Et petit à petit, on s'est mis à s'adapter à tout. Mais on a gardé cette vulnérabilité initiale qu'on retrouve dans les grands mythes là, d'Épiméthée, Prométhée, etc. Qui fait que les humains ont dû compenser en fait cette vulnérabilité par leur intelligence, etc. Et en fait, cette vulnérabilité, c'est ce qui a fait notre force évolutive. Et c'est ce qui fait notre force toujours, mais on l'a oublié. Et en fait, au fond de nous-mêmes, on est des espèces d'êtres qui jouent à être forts, et notamment pour les mecs, on nous apprend à être forts, etc. Alors qu'en fait, la force, c'est pas en étant fort ou prétendant étant fort qu'on la trouve, quoi. Je sais que tu dis souvent que la vulnérabilité est la clé de la puissance, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question, c'est pas la force, la question, c'est la puissance, quoi. Et la puissance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort que la force, quoi. Et ça peut être utilisé de manière extrêmement, on va dire, au service des autres, la puissance d'être en fait, ou la puissance d'agir, et donc la notion de vulnérabilité est très claire, et moi j'ai l'impression que
toucher la vulnérabilité du monde, c'est-à-dire sa fragilité, ou toucher la vulnérabilité de l'être humain, finalement, c'est la même chose. Et moi, je suis un amoureux des textes de Christian Bobin, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le plâtrier siffleur », dans lequel il dit finalement habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, c'est la même chose. Et il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de se dire que le poète est en fait un révélateur de la vulnérabilité du monde par les mots, quoi, et que c'est là où il y a toute la richesse de l'expérience humaine, quoi, et de l'expérience en général. Et c'est là où ça vibre, c'est là où les artistes vont en fait pour créer, quoi, pour émettre leur petite vibration au monde. Et si on arrive à se ramener soi-même dans sa propre vulnérabilité, c'est-à-dire la note ou la tonalité qui nous caractérise, en fait, là, on devient universel. C'est-à-dire que ce que l'on va chercher à émettre est de l'ordre de qu'est-ce que je peux amener à ce grand concert. Et donc là, vous passez du spectateur, en fait, de ce mystère de la création à l'acteur du point de vue intérieur de qui vous êtes, quoi. Et la véritable vulnérabilité, souvent, en fait, la façon dont on se la raconte, c'est par des histoires qu'on se raconte pour nous-mêmes sur l'ego, mais c'est souvent des blessures d'âme, quoi. Et ou des aspirations d'âme, parce que genre, le monde ne se construit pas qu'avec des blessures, il y a des désirs et des blessures. Et quand vous entendez des chanteurs ou des acteurs ou des gens qui vous embarquent, ils sont à cet emplacement où ça vibre, où ça résonne et où ça se déploie. Et donc, oui, moi, cette notion de vulnérabilité, elle est au cœur du nouveau roman que j'ai écrit. En fait, ouais, parce que voilà, c'est l'espace à partir duquel les choses peuvent vraiment se déployer, à partir du moment où on accepte d'aller le regarder, quoi. Et on n'y va pas en général parce que ça fait peur. On voit des ombres alors qu'en fait derrière les ombres il y a toujours de l'or. Et une fois qu'on accepte les deux facettes de ces choses-là, ça peut rayonner, quoi. Donc ouais. Mais c'est en partie grâce à l'ombre qu'on peut voir la lumière aussi. Ah ouais, à partir du moment où il y a une lumière et un objet, il y a une ombre. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez lumière et création, il y a des ombres. Donc les ombres sont intrinsèques à, je dirais, au réel. En fait. Juste, ton livre sort quand ? Ça sortira en octobre, normalement. Okay. Donc, c'est la suite de Siècle Bleu, qui était la première saga là, en 2 tomes que j'ai écrit. Donc là, c'est une nouvelle saga qui s'appelle Révolution Bleue. Et c'est l'histoire de la transformation du monde, d'une transformation écologique, mais qui est inspirée de ce que je vous avais dit avant, de notre évolution. Et en fait, pareil, la transition écologique, pendant longtemps, j'ai travaillé là-dedans, la transition énergétique, que je formulais toujours comme la transition d'un système. En fait, c'est la transition justement de ce collectif humain qui aujourd'hui est fait d'individus séparés vers un collectif humain planétaire. Et en fait, c'est cette transition évolutive d'Homo sapiens vers Homo bioceres que je raconte. En fait, c'est l'histoire d'une métamorphose. Et en fait, de le présenter comme ça et en s'inscrivant dans les forces de l'évolution, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus fort, en fait, et sur lequel on peut se laisser porter, parce que les courants de l'évolution, c'est quand je vous parlais des lignes de force ou d'essayer de trouver ces lignes dans le chaos qui forment l'harmonie, en fait, ces lignes-là, la ligne de l'évolution, il est là le flot de l'univers, il est là le flot de la source ou le grand flot qui se déploie. Et en fait, nous, l'être humain, on s'est coupé de ce flot, mais ce flot, il nous parle tout le temps. Et voilà, donc c'est cette histoire que je voulais raconter et qui parle d'émerveillement et de vulnérabilité. Qui est une transition collective plutôt qu'une transition individuelle. Exactement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, le prochain stade de l'évolution humaine, c'est pas une transformation qui est de l'ordre de Homo habilis vers Homo erectus, Homo erectus vers Homo sapiens, c'est-à-dire une transition, on va dire, physiologique, avec un cerveau un peu plus grand, des mains plus habiles ou ce genre de choses. Pour moi, c'est le passage de l'individu au collectif, c'est-à-dire c'est un saut que l'humanité doit accomplir et qui est déjà en gestation, qui est de l'ordre du passage du monocellulaire au multicellulaire. Et c'est ça, Homo biosphéris, c'est le collectif humain planétaire de 8 milliards d'humains qui se considère comme un macro-organisme et qui se pense comme un macro-organisme et qui pense sa relation à biosphère à cette échelle-là. Et ça change tout parce que nous, on se retrouve en fait
partie de ce tout qui est lui-même un organe de la biosphère, et ça joue sur le sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, on sait que ça fait partie des besoins primordiaux que Maslow avait découvert. Mais Maslow, en plus de ses besoins, à la fin de sa vie, s'était dit, mais en fait, si on réalise tous ces besoins, le besoin le plus haut, même si lui, il les mettait pas comme une pyramide, c'était le besoin de réalisation de soi, il disait, en fait, ça forme pas un tout. Il a rajouté à la fin de sa vie un dernier besoin, qui était le besoin de self-transcendance, c'est-à-dire d'appartenance à plus grand que soi, ou de croyance à plus grand que soi. Et en fait, c'est ça qui forme un collectif. Et en fait, cette notion d'homo biosphériste, le fait que en fait, tous ces humains qu'on voit, qu'on croise dans la rue, qu'on considère comme des gens, en fait, si vous dites que tout ça, c'est les cellules d'un même corps, en fait, ça change toute votre vision. Et en fait, c'est ce changement de vision, changement de paradigme que je raconte dans ce roman. Voilà. Donc, on est beaucoup plus proche du système végétal que... Alors, moi, je suis plus sur l'analogie du corps, c'est-à-dire de la relation dont je vous parlais entre nos cellules et nous-mêmes. Pour moi, on est de l'ordre du corps. Donc, moi, j'étais plus sur une analogie animale que végétale, mais le végétal est vivant aussi. Mais voilà. Mais pour moi, il me paraît quand même plus développé. Il y a aucune, je dirais, il y a pas de prédation dans le système végétal. On est encore très loin de ce système. Alors, il y a des prédateurs, il y a des prédations végétales vers animales. Enfin, mais de végétal à végétal, je dis qu'il n'y a pas de prédation. Oui, alors certainement parce que le végétal est arrivé à un niveau de sagesse, parce qu'il a commencé avant. Et puis, il y a ce don de soi dans le végétal qui fait que on se laisse manger pour que les autres font... C'est assez fou. Mais l'analogie, pour moi, est plus humaine parce que le multicellulaire et ce grand collectif planétaire, donc cet humain géant qu'on formerait tous, et le changement de regard de se dire que, en fait, toi, t'es une cellule, t'es juste contigu, moi, mais qui a vécu un autre chemin. En fait, ça forge le respect et l'intérêt et la curiosité, alors que si on dit l'autre, c'est l'autre. En fait, si on se dit que l'autre, c'est moi, ou en tout cas, c'est une part de moi, tout ça devient complètement... Oui, dans un monde qui passe plus de temps à se singulariser, qui à se différencier que se rassembler, c'est... Mais dans ce protocole, je dirais, de coalescence, au sens de Teilhard de Chardin, où les choses forment un tout, la singularisation est très importante. C'est-à-dire il y a un double processus d'individualisation et de planétisation. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à fonder l'unité dans la diversité. Et ça, c'est quelque chose que les Chinois, ils savent faire... l'unité dans la non-diversité. Les Américains, ils ont fait la diversité maximum, mais sans unité, former l'unité humaine avec sa diversité, parce que, en fait, je crois que ça fait partie de notre nature d'explorer et d'arriver à cette singularité de soi, mais tout en faisant appartenance à quelque chose de bien plus grand, qui transcende les cultures, qui transcende les religions, qui transcende les nations. Là, on peut vivre quelque chose qui est transformatif et qui peut nous aider à résoudre ce paradoxe des limites planétaires. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Alors, sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée pour la suite, pour le débriefing, les leçons de la séance qu'on aura eue avec Jean-Pierre. Salut, à très bientôt. Ciao. Merci Hervé. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.